Monsieur l'ambassadeur, merci de nous recevoir dans les locaux de l'Institut Montaigne pour une interview autour de la place et la diplomatie française au Proche et Moyen-Orient et en Méditerranée. On vous remercie en tout cas de nous accueillir si aimablement dans les locaux. Monsieur l'ambassadeur, comment vous décrire? Vous avez été à la direction de la prospective, vous avez été ambassadeur de France. Ça s'appelait le CAP. C'était le CAPS. Centre d'analyse et de prévision. Je crois que c'était M. Georgelin qui était à l'origine de... Gergolin qui était à l'origine du CAPS, c'est ça? Jean-Louis Gergorin. Jean-Louis Gergorin. Vous étiez au CAPS, ambassadeur de France en Syrie. Vous étiez aussi à la représentation permanente à Bruxelles, aux Nations Unies. Et vous étiez aussi conseiller diplomatique dans un cabinet ministériel. Et je crois que vous avez fini ambassadeur de France en Suisse, avant d'être aujourd'hui analyste à l'Institut Montaigne. Voilà, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé. Sur le plan intellectuel, vous êtes très proche, je dirais, entre guillemets, de la revue Commentaire, aronien, libéral, réaliste. Alors, on peut aussi s'interroger si le réalisme était aussi, n'est-ce pas, en contradiction avec l'esprit libéral, mais c'est évidemment un autre sujet. Et aujourd'hui, on aborde une thématique essentielle qui est la place de la diplomatie française à l'égard de ce qu'on appelle le monde musulman, le monde arabe, parce qu'il fait partie de l'ère civilisationnelle islamique, même s'il faut rappeler qu'il y a évidemment des composantes juives et chrétiennes, agnostiques, athées, baillis dans le monde arabe. Et c'est un sujet difficile parce que la France a, de par son histoire, une histoire complexe, jalonnée entre une philosophie de la conflictualité et une philosophie de la relation. Et la France, depuis la Ve République, a, selon les tenants de la doxa du gaulo-mitterrandisme, une politique étrangère spécifique, ce qu'on appelle la politique arabe de la France. Et d'ailleurs, vous vous rappelez dans ce très beau livre, que je précise aux spectateurs qui vont regarder cette interview, La France dans le bouleversement du monde, une spécificité parce qu'elle a été initiée par le général de Gaulle, mais aboutie plus ou moins par le président Pompidou. Je ne voudrais pas être trop long, monsieur l'ambassadeur. Comment avez-vous été amené à vous intéresser au monde arabe? Eh bien, je suis entré au Quai d'Orsay à l'âge de 20 ans par le concours des attachés de consulat. Et j'ai été nommé attaché de consulat à Tunis. Et donc, ça, c'était une époque où vous étiez même pas né. Hein. Et j'ai, comme très jeune homme, mon premier contact à l'étranger, ça a été le monde arabe. Mon approche a longtemps été plus culturelle que politique, pour dire la vérité. Je m'intéressais plutôt à l'islam comme civilisation. J'ai été par la suite extrêmement heureux quand le Louvre a regroupé ses collections et les a mises en valeur avec ce qui est devenu les arts de l'islam, l'aile des arts de l'islam. Quelques années après que les grands musées à New York et à Londres aient fait le même mouvement. Et je pense que ça a été finalement un des grands développements culturels que j'ai pu voir sous mes yeux au cours de ma carrière. Au-delà de votre approche intellectuelle, culturelle que vous aviez à l'égard de la civilisation islamique, comment voyez-vous notre politique étrangère dans le temps long, on va dire depuis la Ve République, depuis les débuts de la Ve République jusqu'à aujourd'hui, dans cette région du monde? Je crois que Leïla Chaïd a récemment dit que le drame du monde arabe, c'est de voir des États faillis, mais en même temps, était dans un esprit de dialecticienne, que des sociétés civiles sont aussi dynamiques. Et comment la France, qui de par son histoire, a fait, je dirais, un pas de côté par rapport au monde occidental classique dans cette région du monde, perpétue ce regard qui lui est propre dans cette région? Alors, je vais peut-être être un peu démythificateur, si vous voulez, parce que je crois qu'il ne faut pas trop exalter ou rationaliser ce qu'on a appelé la politique arabe de la France. D'abord, il faut se souvenir que jusqu'en 1967, le général de Gaulle était classiquement pro-israélien et n'aimait pas tellement les pays arabes qui, selon sa formule, nous avaient manqué pendant la guerre d'Algérie. Et donc, pour prendre un pays que je connais bien, la Syrie,
nous n'avons pas eu de relations, nous avons coupé nos relations diplomatiques pendant plusieurs années. On a rétabli, je crois, en 1962, du fait de la guerre d'Algérie. Et donc, c'était un homme de l'establishment français, conservateur, classique, qui avait de la sympathie pour l'État d'Israël. Monsieur Couve de Murville, qui avait été ambassadeur en Égypte, apportait un contrepoint. Il disait au général, avant 1967, dans cette affaire israélo-palestinienne, les Palestiniens, les Arabes ont des droits que nous aurions tort de mésestimer. Et au fond, en 1967, c'était le moment où De Gaulle, par les formules que vous connaissez, a établi ce qu'on appelle une position équilibrée de la France sur le conflit israélo-palestinien. Ça ne faisait pas une politique arabe, mais ça a été le fondement parce que ça a eu un immense écho à l'époque dans les opinions publiques de la région. Mais il faut bien voir que l'empreinte de la France dans ce monde-là, c'était le Maghreb, c'était le Levant. Ça a été entretenu, cette geste gaullienne, ici ou là, par des phrases. La phrase de Michel Jobert. Est-ce que quand un pays veut rentrer chez lui, c'est vraiment une agression? La phrase de Jacques Chirac à Jérusalem. Et au fond, il suffisait d'assez peu de choses pour entretenir ce lien affectif et cette audience politique d'une France qui se démarquait des États-Unis et d'une certaine façon des Occidentaux, bien que sous M. Giscard d'Estaing, il y a eu une position européenne de plus en plus unie sur des positions proches de la France. Et puis, chose qu'on a complètement oubliée, nous étions absents du Golfe pendant très longtemps. C'est sous Giscard d'Estaing, j'ai le souvenir très précis que M. Giscard d'Estaing a envoyé François Poncet, qui était secrétaire général de l'Élysée, dans les pays du Golfe en disant « Dans ces coins-là, il n'y a que des Anglais ou des Américains, pourquoi est-ce que nous n'y serions pas ?» Et au cours de ma carrière, j'ai vu la France s'implanter dans ces États du Golfe, à la fois par ses diplomates, ses hommes d'affaires, ses centres culturels, son soft power, et évidemment aussi, à un moment donné, par ses armes, ses ventes d'armes et son assistance militaire. Donc voilà, je vois la politique de la France à l'égard de cette région comme une succession de strates, si vous voulez, plutôt que comme un plan d'ensemble. Alors en contrepoint, il y a effectivement un courant des deux côtés, plus culturel et intellectuel, mais un peu déconnecté justement des relations politiques. Alors à ce sujet, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine soulignait que l'expression même de politique arabe peut interroger, parce qu'il y a 22 pays qui sont membres de la Ligue arabe. La France a des relations évidemment plus chaleureuses avec certains pays arabes, et ce n'est pas évidemment avec l'ensemble des pays. Et ce que je voulais dire par là, c'est que sa réflexion me semblait opportune pour prendre de la distance vis-à-vis de cette expression, et en plus dans un contexte, et on voulait avoir votre avis, monsieur l'ambassadeur, où les révoltes arabes ont aussi précipité et engendré un nouveau regard sur la région. On voit l'affirmation des dictatures autoritaires, ce que nous appelons la contre-réaction par rapport au printemps arabe. La contre-révolution, il faut dire les choses, parlons-nous. Hein. Alors, on a utilisé la contre-réaction, oui, mais c'est la contre-révolution. Et comment la France, fidèle à sa promesse universaliste, à son attachement, on va dire, à la philosophie des droits humains et à son universalité, se positionne-t-elle par rapport à la complexité politique qui se joue dans l'autre rive de la Méditerranée? Soyons simples, je pense qu'elle n'a pas encore vraiment clarifié sa position.
Parce qu'il y a un point sur lequel que vous avez un peu omis dans votre présentation, c'est la question du terrorisme et la question de ce qu'on appelle l'islam politique. Et donc là, pour des raisons de politique intérieure et de sécurité, l'axe antiterroriste est évidemment fondamental et se confond souvent chez nos politiques avec un axe anti-islam politique. Il y a eu un tout petit moment, au moment des printemps arabes, où Juppé, à l'Institut du monde arabe, a fait une ouverture vers le monde de l'islam politique, mais une ouverture très prudente, et qui, par la suite, n'a pas été confirmée parce que les choses ont mal tourné dans les révolutions arabes. Alors, Monsieur Ambassadeur, c'était la question que je voulais vous poser, justement, c'est que comment allier une dialectique où on voit que des sociétés civiles ont une soif de liberté, dans un contexte où on voit un irrédentisme de l'islam politique, et en même temps une question sécuritaire par rapport à l'irruption du phénomène djihadiste. Là, il est probable que si c'était facile, on aurait trouvé. Hein. C'est probablement très très compliqué. Je ne crois pas que la France puisse être contre les gouvernements en place. C'est pas possible. Mais par contre, elle doit certainement travailler sur son rôle naturel de soutien aux sociétés civiles. Et là, je l'ai vu par mon expérience dans la région, c'est si les sociétés civiles sont faibles, qu'à ce moment-là, l'alternative sera pour toujours les dictateurs ou les islamistes. Et donc c'est absolument fondamental pour nous qu'on développe notre relation avec des sociétés civiles dont, par ailleurs, vous le savez, mais les Français de base ne le savent pas, qui ne sont pas si éloignés de cela que nous. Je parlerai de la Syrie, puisque c'est ce que je connais le mieux. Quand le soulèvement a commencé, je voyais j'étais à ce moment-là à Paris, beaucoup de Français, voisins, d'amis, de collègues, qui disaient « mais en quoi ça nous regarde, s'ils se battent entre eux », ils ne disaient pas « c'est des sauvages », mais enfin c'est des gens qui sont tellement différents de nous. C'est ça l'idée chez les gens les plus bienveillants. Alors, en fait, quand on connaît ces sociétés, ils sont différents de nous, mais ils sont quand même très proches de nous. Nous-mêmes, on a évidemment beaucoup d'éléments de la civilisation de l'islam dans nos propres sociétés, dans nos propres concitoyens. Il y a une très forte minorité de Français qui viennent de ces pays-là. Mais par ailleurs, dans ces pays-là même, les élites ont souvent été formées en France, et une partie des traditions politiques et même des traditions de la vie de tous les jours viennent d'Europe. Donc il y a une interpénétration entre les sociétés de l'autre côté de la Méditerranée, là, c'est pas vraiment arabe ou pas arabe, c'est de l'autre côté de la Méditerranée, avec nos propres sociétés, qui me paraît un phénomène fondamental. Et alors, dans ce qui m'avait beaucoup frappé dans les soulèvements du printemps arabe, c'est que justement, ces jeunes gens, souvent jeunes, qui descendaient dans la rue, le faisaient au nom d'idées, de principes, de valeurs qui étaient grosso modo équivalentes ou très comparables aux nôtres. En partie sans doute parce que les États-Unis apparaissaient en déclin et qu'à ce moment-là on pouvait se révolter sur des valeurs proches des valeurs occidentales sans paraître pour autant pro-impérialiste. Et ce moment-là, effectivement, il a mal tourné pour l'instant, mais comme le printemps des peuples en 1848 en Europe avait mal tourné. Évidemment, sur le temps long, nous verrons bien. Et sur le temps long, je continue à croire que c'est quand même sur la dynamique des sociétés qu'il faut tabler. En tout cas, Monsieur l'Ambassadeur, je vous remercie de mettre l'accent sur ce qui lie l'identité culturelle de ces peuples avec notre culture nationale. Un thème qui revient aussi de manière lancinante dans le champ diplomatique, qui est les difficultés des sociétés arabo-musulmanes à comprendre les spécificités du modèle français. J'en veux pour preuve, un élément d'ailleurs que vous relayez dans votre livre, l'émotion suscitée après le discours du président Emmanuel Macron, rendant hommage à notre professeur
assassiné de manière effroyable Samuel Paty, où une partie du monde musulman, qui a été aussi instrumentalisée, vous le dites, politiquement, a quand même très mal compris les formes du discours et les critiques formulées, notamment autour de la crise de civilisation de l'islam. Alors, je pense qu'il y a un effort à faire de part et d'autre. Parce que dans les réactions négatives d'un certain nombre de pays, il y a quand même beaucoup une instrumentalisation par certains pouvoirs. Alors là, dans l'affaire Paty, c'était à la fois le pouvoir turc et le gouvernement pakistanais. Peut-être d'autres, mais enfin, ces deux-là en particulier. Lorsque le président de la République est allé parler à Al Jazeera, il a assez bien expliqué les choses, j'ai trouvé, et il a assez bien calmé le jeu et d'ailleurs suscité des soutiens de la part d'autres gouvernements. Mais dans l'après-midi même, les réseaux sociaux se sont déchaînés contre les propos du président. Et là nous n'y sommes pas sur ces réseaux sociaux. Nous n'y sommes pas beaucoup. Et si vous voulez, il a été facile en quelques heures de défaire l'effet positif des propos du président. Et donc, il faut obtenir d'un certain nombre de dirigeants qu'ils cessent d'instrumentaliser ces questions. Permettez-moi là aussi de faire appel à mon souvenir en Syrie, parce qu'il y avait déjà eu une première fois l'interdiction du voile en France, dans les écoles, etc. Quand je voyais un dignitaire religieux sunnite, il commençait par passer 20 minutes à me faire des reproches sur ce sujet. Alors au début j'argumentais, puis au bout d'un moment j'ai compris que ça ne servait à rien, je le laissais parler, et puis au bout de 20 minutes, quand les choses commençaient à se détendre, on parlait d'autres choses, puis au bout d'un moment le dignitaire religieux disait infailliblement, bon, ce que je vous ai dit là tout à l'heure, bon évidemment je le crois, mais en même temps ce que je dis à nos sœurs c'est quand vous êtes dans un pays étranger, vous appliquez la règle du pays étranger. Et donc, même ceux qui font profession de défendre des thèses rigoureuses, en réalité se rendent bien compte qu'il faut, de façon pragmatique, s'adapter aux situations locales. Et j'en tire la conclusion qu'il faut donc pas mettre notre drapeau dans notre poche, mais obtenir d'un certain nombre de leaders d'opinion dans ces pays qui tiennent ce type de propos, qu'en soi ils veuillent appliquer des règles rigoureuses dans leur juridiction, c'est leur droit, mais qu'en France, ils reconnaissent qu'on puisse faire ce qu'on veut, c'est facile à obtenir. Et inversement, de notre côté, il y a peut-être des gestes, des formules qu'il faut éviter. En tous les cas, il faut certainement s'expliquer plus que nous le faisons. Et dans le livre que vous citez, ce que je dis, c'est que c'était aller au-devant d'ennui de la part du président de la République de prendre des positions qui n'avaient pas été expliquées aux diplomates, qui n'avaient pas permis aux ambassades de déminer à l'avance. À ce sujet, si vous me permettez une petite incise, monsieur l'ambassadeur, on voit que le modèle universaliste laïque français est attaqué par une partie du monde musulman qui comprend très mal les spécificités du modèle laïque et par une partie de l'intelligentsia aussi états-unienne, où on voit une rivalité des universalismes, et d'ailleurs vous dites très bien dans votre livre que l'idéologie woke très critique à l'égard du modèle français, alors le paradoxe c'est que c'est la French Theory qui a produit en fait l'idéologie woke. Voilà. Donc je trouvais ça assez pertinent. C'est l'arroseur arrosé. Mais vous savez, Raymond Aron aimait beaucoup Tocqueville. Dans les œuvres de Tocqueville, il y avait ce qu'on appelait à l'époque le paradoxe de Tocqueville. Tocqueville expliquait que dans tous les pays du monde, l'irreligion progresse au fur et à mesure que le progrès s'installe, que la science et le développement économique font des avancées. Et Tocqueville disait, il y a une exception, c'est les États-Unis, où les gens sont restés très religieux, à 99%. Et d'ailleurs, il donnait une série de raisons pour lesquelles c'était comme ça. Les raisons ont ensuite été de génération en génération de sociologues étudiés, testés, vérifiés, et plutôt confirmés d'ailleurs. Or, cette idée, malheureusement, pour Tocqueville, qui par ailleurs est un très grand esprit,
est fausse. Le monde est religieux. Les pays européens qui, au contraire, perdent le goût de la religion sont l'exception. Il faut dire que les États-Unis commencent aussi à voir la religion régresser. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Et donc, il faut que nous, Français, on tienne compte du fait qu'on vit dans un monde global. Cette fois-ci, tout le monde le dit, le répète. C'est comme si on vivait dans un village global. Et donc, on ne peut plus faire chez nous des choses qui sont mal vues ailleurs, comme si on n'était pas dans un village voisin des Indonésiens, des Malaisiens, des Saoudiens. C'est là où il y a probablement une actualisation à faire de notre manière d'envisager ces sujets. Alors, je vous remercie pour ces propos parce que ça me permet de faire une parenthèse sur la diplomatie française face aux défis des religions. Vous avez souvenir, j'imagine, monsieur l'ambassadeur, qu'il y avait, il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, peut-être une décennie, un pôle religion au sein du Quai d'Orsay, qui avait été créé par le ministre Bernard Kouchner. Et cette cellule s'est délitée lorsque le ministre Laurent Fabius avait pris ses fonctions. Je ne fais pas de lien de corrélation, mais simplement sur le plan intellectuel, ce pôle religieux permettait à la diplomatie française de construire une production intellectuelle sur l'état des religions et le rôle des religions dans l'arène publique. Et on a l'impression que la France et une partie de ce que j'appelle la technostructure a du mal à appréhender les spécificités du fait religieux à l'échelle du globe et à montrer à nos gouvernants le poids de cette question dans les battements du monde. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis pas sûr de partager votre lecture, à vrai dire. Parce qu'il y a au Quai d'Orsay un conseiller pour les affaires religieuses. Il y a toujours eu un conseiller pour les affaires religieuses qui s'occupait principalement du Vatican. Mais depuis un certain nombre d'années, en pratique, ce poste est occupé par des collègues de l'école arabiste. Et donc qui sont passionnés par les questions religieuses, y compris au sein du monde islamique. Donc, si vous voulez, évidemment, sur le plan de la structure, il n'y a plus de pôle, mais en pratique, c'est quand même pas tellement différent. Et je crois que, de surcroît, Laurent Fabius ne connaissait pas très bien le Quai d'Orsay, hein, et il faisait une erreur, parce que les diplomates sont toujours passionnés pour ces sujets. Ça a toujours été comme ça. C'est un ministère qui... par définition, sait très bien que le fait religieux est important. Si vous me permettez, là aussi, retour historique, au moment de la séparation de l'Église et de l'État en France, le Quai d'Orsay a créé ce qui est devenu par la suite la direction des affaires culturelles. Pourquoi ? Principalement pour financer les écoles confessionnelles à l'étranger, que l'on fermait chez nous. Mais bon, quand il s'agit de l'intérêt de la France, de l'image de la France dans le monde, de son influence, c'était évident qu'on n'allait pas couper les crédits aux missionnaires qui enseignaient dans le monde et qui enseignaient en français, qui enseignaient le français. Donc, si vous voulez, cette idée d'une séparation du fait religieux et du fait civilisationnel, ou de séparation du fait civilisationnel et du fait politique, est tout simplement étrangère aux diplomates normalement constitués. À ce sujet, comment avez-vous vu le voyage du président Emmanuel Macron en Irak ? Nous connaissons la situation irakienne qui a été ravagée par l'idéologie djihadiste de Daesh, qui était un État qui essaie de se reconstruire avec sa multiconfessionnalité. Et on voit l'apparition de ce monde chiite. Et historiquement, la France a plutôt un tropisme, on va dire, sunnite, eu égard aux liens que la France avait avec l'ancien empire colonial où habitait une forte composante sunnite. Et on sent qu'il y a un virage important dans
les mutations de l'islam et que la diplomatie française est très à l'écoute de ce nouveau monde arabe qui vient. Oui, surtout que les chiites sont minoritaires dans le monde musulman, mais dans cette région-là, sur le plan démographique, c'est plus équilibré quand même. Et en Irak même, évidemment, ils sont majoritaires. Et vous avez peut-être lu les mémoires de Bajolet, Oui. qui racontent ses conversations avec Chirac. Oui. Parce que Chirac ne connaissait que le monde sunnite. Il était très intrigué par Sistani, par la figure de l'ayatollah Sistani. C'est ce qu'on lit dans les mémoires de Bajolet. Ça lui paraissait très lointain. Oui. Et Bajolet essayait d'avoir une action pédagogique pour dire d'abord, ils ne sont pas extraordinaires, ils ont leur religion, mais qui est aussi intéressante que d'autres, et ensuite ils comptent. Voilà. Il faut pas avoir un prisme réducteur quand vous vous intéressez au monde arabo-musulman. Et donc j'ai vu dans les gestes de Macron, au fond, un peu une conséquence de l'effet pédagogique de la diplomatie française sur les présidents de la République. Et à ce sujet, vous soulignez d'ailleurs dans votre ouvrage, la France dans le plein de bouleversements, des dessins géopolitiques de la France. Et dans le dessin géopolitique de la France, vous voyez évidemment l'Indo-Pacifique, et il s'avère que dans l'océan Indien, il y a aussi un islam sur le plan culturel et civilisationnel. Est-ce que vous pensez que ça fait partie aussi de la stratégie de la diplomatie française à l'égard du monde islamique ? Peut-être pas encore suffisamment, mais ça va venir, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, il y avait une exposition à l'Institut du monde arabe sur Venise et le monde arabe. Et à l'époque classique, 15e, 16e siècle, et on avait l'impression que le monde de l'islam était presque fusionnel, en tous les cas entièrement tourné vers l'Europe, vers les villes italiennes et vers l'Europe en général. Alors que dans la réalité, à la même époque, le même monde islamique était surtout tourné vers les Indes et vers l'Orient. Et il me semble que les États du Golfe, quand j'y vais, ça me frappe à chaque fois, se réorientent à nouveau vers la Chine, vers l'Inde, vers l'Indo-Pacifique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne doit certainement pas négliger, bien sûr. Monsieur l'ambassadeur, on arrive aux deux dernières parties de notre entretien, la politique culturelle. Vous abordez et vous soulignez l'importance d'avoir une politique de soft power. Et dans la rive sud de la Méditerranée, eu égard aux liens historiques qui nous lient à cette région du monde, on a l'impression d'une absence de stratégie politique culturelle à destination de cette région. Et vous dites notamment que vis-à-vis du Maghreb, c'est un peu l'angle mort de notre diplomatie. Sans doute, la dimension culturelle en fait partie, mais la dimension politique, sachant qu'on a des échanges économiques qui sont très importants avec cette région, mais on a du mal à mettre des mots sur cette relation. Et dans le monde islamique, on a surtout des relations avec le Maghreb, une partie de l'Afrique noire et le Levant. Comment voyez-vous cette politique culturelle ? Parce que la France a une promesse universelle, la France a une passion de l'universel, et on a l'impression que dans cette région du monde, non pas qu'il y a un frein, mais qu'il y a une réflexion et qu'il y a une hésitation. Je n'ai jamais moi-même eu à traiter de nos relations avec le Maghreb, sauf pendant la période où j'étais au cabinet du ministre de l'Intérieur. Et ce qui m'apparaît, c'est une banalité, c'est que c'est tellement miné, c'est tellement difficile, que pour nos hommes politiques, on a l'impression qu'il n'y a que des coups à prendre. Et donc, le réflexe ou l'instinct, c'est d'entretenir l'existant. Donc on ne ferme pas nos écoles, nos centres culturels. Je ne suis pas sûr qu'on fasse toujours suffisamment attention
notre présence audiovisuelle. J'étais allé en Algérie, j'avais été frappé de voir que les jeunes gens que j'avais rencontrés se plaignaient parce que c'était de plus en plus difficile d'avoir accès à des chaînes françaises. Mais grosso modo, on maintient, si vous voulez, l'acquis, mais on a peur de systématiser, d'en faire, comme vous dites, une politique reliée à une stratégie politique proprement dit. Sur l'Algérie, quoi que fasse le président, naturellement, ça suscite immédiatement des levées de boucliers du côté algérien. Donc, pour un ministre, pour un président, la tentation, c'est de ne pas trop s'engager. Si vous voulez. Macron a eu le courage, avec le rapport Stora, d'essayer de faire bouger les choses, mais ça n'a pas été très concluant. Et je ne sais pas si le jour viendra, je l'espère, que ces sujets pourront être repris, être posés, et de manière, comme vous l'indiquez, plus systématique. Je pense qu'on n'en est pas encore là aujourd'hui. Un autre point, si vous voulez, très frappant, c'est qu'on voit notre monopole culturel s'affaiblir, puisque les Chinois prennent de plus en plus avec l'Institut Confucius et d'autres. Maintenant, au Maroc, l'ambassadeur de Chine, c'est une puissance. Oui. Et là, avec ce qui se passe en Ukraine, on voit bien à quel point les Russes ont marqué des points, puisque les investissements qu'ils ont faits par le passé font que ces États hésitent à s'engager dans un bras de fer avec la Russie. On voit les enjeux géopolitiques qui sont majeurs, et monsieur l'ambassadeur, vous avez souligné une question qui est essentielle, qui est la blessure mémorielle, parce que on voit que dans la relation entre la France et une partie du monde musulman qui a été sous son égide impériale, on voit une blessure historique, et en même temps, il y a un défi historique qui est majeur, parce qu'aujourd'hui, on connaît de plus en plus mal, me semble-t-il, ce qu'a été cette histoire impériale. Donc on a un défi d'histoire. Et le défi d'histoire, comme le disait Pierre Nora, l'histoire répare les blessures. Donc on a un défi historique, mais dans les deux rives de la Méditerranée, on a l'impression évidemment que cette dimension obstrue, entre guillemets, le dialogue entre la France et cette région. Et pour conclure, on voulait vous poser une question, monsieur l'ambassadeur, d'avoir votre regard personnel. Le géographe et ambassadeur aussi Michel Fouché disait dans un colloque rencontre à Averroès à Marseille, lorsqu'on lui posait les questions sur les relations entre la France et la Méditerranée, il disait que pour que nous ayons aussi une politique lucide dans la rive sud de la Méditerranée, il faut que nous arrivions à régler aussi cette question islamique et le regard que nous posons sur la composante islamique de la nation. Et lui faisait un lien très fort entre la politique intérieure et la politique extérieure. Est-ce que vous partagez ce point ? Alors, peut-être que je n'irai pas jusque-là, c'est-à-dire que c'est pas sûr que la connexion entre les deux soit aussi rigide, même si elle existe de manière tout à fait évidente, mais il est de toute façon important pour nous, en tant que Français, de faire progresser l'intégration de l'islam en France. Je l'ai vu quand j'étais au ministère de l'Intérieur, c'est extrêmement difficile parce que la laïcité en France, c'est une religion. C'est une religion qui a un fondement très profond et très, très fondamental. Ça vient des guerres de religion, justement. Nous sommes un pays de guerre civile à forte connotation religieuse. Et donc la laïcité, c'est une façon de dire plus jamais ça. Donc cette idée que les religions, c'est uniquement une affaire privée, ça n'a pas sa place dans la scène publique. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement vital pour la conscience nationale. Et c'est ce qui fait que ça a été très très long, quand même, pour la République d'accepter le catholicisme. Mais aujourd'hui, on l'a oublié.
quand on voit les gens qui parlent de la loi de séparation de l'Église et d'État, on a l'impression que c'était une œuvre de sagesse parfaitement consensuelle. En réalité, naturellement, c'était une machine de guerre contre l'Église catholique. Et ça a été extrêmement difficile, ça a suscité énormément d'amertume. Et voyez-vous, ce qui a fait que les catholiques ont réintégré la collectivité nationale, ce n'est pas les positions politiques des évêques qui se sont ralliés ou pas à la République, c'est la guerre 14. C'est-à-dire le fait que les catholiques ont versé leur sang dans les tranchées, au même titre que les autres. Et à ce moment-là, ça devenait plus difficile, au moment de la paix, de rechigner ou de renier sur leurs droits en tant que croyants. Et là, lorsqu'il y a eu les attentats en France, notamment au Bataclan, etc., j'avais observé qu'il y avait autant de musulmans que de non-musulmans qui étaient victimes. Dans les guerres que nous menons à l'extérieur, les soldats qui meurent, c'est souvent des soldats musulmans. Et donc j'avais un peu l'espoir que le même phénomène se produise. C'est-à-dire, devant la mort, nous sommes tous égaux, nous, citoyens français, quelle que soit la confession. Et autre chose, pardon, je suis un peu long, mais c'est un sujet évidemment quand même qui prend aux tripes. Il faut bien voir que la laïcité, c'est toujours un point d'équilibre. Il n'y a pas une notion pure et parfaite et intemporelle de la laïcité. Jusqu'à présent, donc les catholiques, c'est plus la religion d'État, ils sont renvoyés dans leurs églises, mais quand le chef de l'État mourait, il y avait quand même une cérémonie à Notre-Dame. Et donc c'était une façon, c'est une sorte de clin d'œil pour dire aux catholiques, ce qu'il en restait, bon, voilà, hein, dans la vie politique, vous vous tenez à carreau, mais sur les questions de l'au-delà, après tout, peut-être que vous avez un point. Et c'est ce type de clin d'œil, comment dirais-je, un peu métapolitique hein, et métaphilosophique, si vous voulez, que pour l'instant la République n'a pas trouvé vis-à-vis du monde musulman. Et je crois qu'il y a des symboles à trouver qui ne sont pas encore là, même comme je vous l'ai dit à propos des attentats, à certains moments, on a l'impression qu'on y est presque, mais jusqu'ici, ça ne s'est pas complètement réalisé. Alors, gageons que ce soit le cas. Je pense qu'on peut on peut avoir espoir pour qu'il y ait une véritable réconciliation, parce qu'on voit bien que le sujet France-Islam ou France-monde arabe sont liés, et puis que c'est une blessure nationale. Si je vous posais une dernière question, monsieur l'ambassadeur, si vous faisiez un peu de prospective en tant qu'analyste, comment verriez-vous l'avenir des relations franco-méditerranéennes et l'avenir de la question islamique en France? Alors, bon, la question islamique en France, je viens d'y répondre. Je pense que, comme pour l'intégration des catholiques dans la République, ça prendra du temps. Il y aura des frictions, des crises, des hésitations, etc. On dit un des problèmes de l'islam de France, c'est qu'il est beaucoup téléguidé de l'étranger. On disait la même chose des catholiques, hein. C'était les ultramontains qui prenaient leurs instructions à Rome. Mais je ne vois pas personnellement pourquoi on n'y arriverait pas. Je ne crois pas un instant à l'idée qu'il y aurait une religion qui serait moins soluble dans la démocratie et la République que d'autres. Pour la politique de la France de l'autre côté de la Méditerranée, je pense qu'il y aura des dynamiques différentes selon les régions. Je crois qu'il y aura une dynamique propre au monde d'Afrique du Nord, du Maghreb, au Levant et aux pays du Golfe. J'ai déjà dit pour les pays du Golfe, en réalité, ils vont se raccrocher à autre chose.
vis-à-vis du Maghreb, c'est à nous de trouver un pont, une relation qui soit Europe, Maghreb, Afrique. Et là, il faut profiter de la régionalisation, de la globalisation pour construire de nouvelles routes économiques qui intègrent mieux le Maghreb, l'Afrique et l'Europe. Et ça, c'est faisable sur le plan économique. Il faut espérer que de cela puisse aussi résulter le même mouvement sur un plan culturel, humain, intellectuel, etc. Sur le Levant, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a cette plaie purulente de la Syrie. Il y a la situation potentiellement explosive en Égypte. Il y a nos difficultés à trouver des compromis avec la Turquie. Il y a le sujet conflictuel permanent de l'Iran. Et puis, il ne faut pas l'oublier, il y a le conflit israélo-palestinien qui reste, je crois, dans les opinions arabes, quelque chose d'important. Alors, là encore, il faut actualiser nos logiciels. La rue arabe n'existe plus. C'est-à-dire que maintenant, dans ces pays, les gens savent lire, ils sont éduqués, les femmes sont éduquées, elles deviennent majoritaires, et donc il n'y a plus ces foules émotionnelles qu'il y avait avant. On a affaire à des interlocuteurs beaucoup plus connectés au monde global et beaucoup plus sophistiqués. Et donc, c'est là où il faut trouver des nouveaux ponts. Quand on parle de société civile, c'est de cela qu'on parle. On parle de nouveaux interlocuteurs qu'il faut identifier, avec lesquels il faut développer un dialogue spécifique. Alors, je crois que ce sera plus facile au Maghreb et dans les pays du Golfe, où il n'y a pas vraiment de population, donc c'est un peu autre chose. Mais sur les pays du Levant, là, il faudrait vraiment qu'on fasse des efforts très importants pour obtenir cela. Pour répondre à votre question, je vois ça sur ces différents niveaux et ces différents compartiments. C'était très clair. Monsieur l'ambassadeur, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'était passionnant parce qu'on pourrait rester encore des heures avec vous, vous écouter, tellement c'est passionnant. Merci à vous. Alors, merci.